Alors, premier film de Raoul Ruiz, l'hypothèse du tableau volé. Alors, c'est un drôle de film parce que c'est la période INA de Ruiz, c'est-à-dire qu'il arrive du Chili et ça fait un peu rêver parce que assez vite quand même, ce cinéaste assez peu connu à l'international, parce que Trois Tristes Tigres a fait un peu parler de lui au Festival de Locarno 5 ou 6 ans avant, mais quand même pas beaucoup. Il y a l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA à l'époque, qui a décidé de produire des films, mais pas avec trois bouts de ficelle, quoi. C'était des vraies productions. Et ce qui fait rêver, c'est qu'ils décident de produire des films pour toucher un plus large public. Alors là, on se dit que évidemment les temps ont beaucoup changé, puisque les deux premiers films de Raoul Ruiz qu'ils vont produire, c'est La Vocation suspendue, d'une part, et puis L'hypothèse du tableau volé. Alors L'hypothèse du tableau volé, c'est un film qui part d'un livre de Pierre Klossowski, pas le plus connu, qui s'appelle Le Baphomet. Et dans le rêve de Raoul Ruiz, c'est Pierre Klossowski lui-même qui aurait joué le rôle du collectionneur. Manque de peau, à l'époque, Pierre Klossowski, de façon étrange, était très demandé comme acteur, parce qu'il devait jouer dans l'adaptation de son propre univers, Robert, de Pierre Zucca. Et donc Pierre Zucca était très peu enthousiaste à l'idée qu'il fasse aussi l'acteur chez Ruiz. Donc finalement, Ruiz a fait l'hypothèse du tableau volé sans Klossowski, avec un comédien assez connu de théâtre et de télévision, surtout, qui s'appelle Jean Rougeol, et qui est assez formidable dans le film. Et ce qui épate encore aujourd'hui, quand on voit l'hypothèse du tableau volé, c'est le niveau de délire, certes, mais de délire absolument cohérent du film. C'est-à-dire que Ruiz dit lui-même qu'il était encore très chilien à ce moment-là, qu'il n'avait pas été encore contaminé par une certaine légèreté européenne, une certaine frivolité française. Et donc il avait ce côté austérité chilienne, parce que le Chili, c'est un drôle de pays, mais c'est un pays plutôt austère, hein, c'est pas le Brésil ou même la Colombie, pas du tout. Et donc c'est un délire certes, mais un délire, on va dire, strictement ordonné. Alors le principe du film, c'est qu'il y a un collectionneur qui s'interroge sur le sens de 6 tableaux d'un peintre pompier, qui est évidemment inventé, qui s'appelle Tonnerre et qui serait un disciple de Gérôme. Alors ça, c'est le premier truc intéressant, c'est que depuis l'ouverture du musée d'Orsay, les peintres pompiers, et en particulier Gérôme, sont plutôt redevenus à la mode. Là, on est en 1978, plus personne ne s'intéresse à Gérôme, hein, strictement plus personne, qui fait de la peinture donc qualifiée de pompière, mais qui fait de la peinture bourgeoise et de la peinture d'histoire, en gros. Et donc, il invente un peintre qui s'appelle Tonnerre. Il fait faire les tableaux par un ami à lui, un peintre chinois de Paris, c'est-à-dire un autre exilé qui s'appelle Carsuli. Et puis l'histoire du film, c'est que le collectionneur essaye de trouver un sens caché à travers ces 7 tableaux, et un sens tellement grave que les autorités de l'époque, donc au 19e, se sont mis très en colère et ont fait interdire les toiles parce qu'elles sentaient bien que ces toiles contenaient un message particulièrement subversif. C'est ce que nous explique le film. Mais le collectionneur cherche ce message en fait, c'est-à-dire que là on est dans ce que Ruiz appelle l'enfer de la spéculation. On regarde des toiles qui franchement sont des toiles soit bourgeoises, soit historiques, plutôt moches, et ces toiles sont censées contenir un message ou plusieurs messages souterrains que le collectionneur va essayer de déchiffrer. Alors là où ça devient vertigineux, c'est que pour essayer donc de déchiffrer ce message de ces tableaux qui encore une fois ont été conçus spécialement pour le film, il va se lancer. Et le film va se lancer dans des reconstitutions des tableaux en tableaux vivants. C'est-à-dire que des personnages vont se mettre à prendre les poses des tableaux donc du dénommé Tonnerre, qui lui-même n'existe pas. Et d'ailleurs, petit détail ruisien amusant, on reconnaîtra parmi les figurants, donc parmi les personnages de ces toiles, eh bien l'acteur français Jean Reno, au tout début de sa carrière, qui, si ma mémoire est bonne, en plus joue quand même un personnage soupçonné de pédophilie. Donc il y a Jean Reno dans un des tableaux de Tonnerre. Et c'est l'enfer de la spéculation, parce qu'évidemment, à mesure
que les tableaux s'animent, que les tableaux deviennent des tableaux vivants, eh bien, le sens est proliférant, c'est-à-dire qu'on est de moins en moins sûr de quoi il est question, disons du message subversif des œuvres, il est là à n'en pas douter, mais quel est-il exactement et pourquoi les autorités de l'époque se sont-elles mises autant en colère, ça restera assez mystérieux. Donc c'est vraiment le film ruysien par excellence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de récit à proprement dit, mais il y a plutôt un vertige de sens, c'est-à-dire qu'il y a une énigme, là c'est une énigme picturale qui est aussi une énigme littéraire, évidemment à cause de Klossowski, et à partir de cette énigme, eh ben la caméra, le film lui-même, avec un narrateur en voix off, enquête sur ce que peuvent bien recéler les tableaux. On n'avait à peu près jamais vu ça dans le cinéma français, ça ressemble à rien de connu. Peut-être certains films de Rob Grillet, d'ailleurs c'était dans l'air parce que 5 ans plus tard, Rob Grillet va faire un film qui s'appelle La Belle Captive, où là encore il s'agit d'interroger un tableau pour en chercher des sens cachés, des sens secrets, mais évidemment on est très loin, disons, du néo-naturalisme qui baigne le cinéma français en cette fin des années 70. Et en même temps, encore une fois, c'est Klossowski, c'est encore le russe chilien, donc c'est quand même un univers qui est très raisonné et qui est très didactique, disons, dans son baroque. Voilà, c'est un baroque extrêmement maîtrisé. Dernière chose importante, peut-être, c'est que Ruiz a la très très bonne idée de faire appel au chef opérateur habituel de Alain Resnais, qui s'appelle Sacha Vierny, qui reviendra en grâce bien des années plus tard à cause de sa collaboration avec Peter Greenaway. Mais là, il est totalement oublié, Sacha Vierny. Ça a été un des élèves d'Henri Alécan. Et avec les moyens de l'INA, parce que l'INA a quand même des moyens conséquents, Sacha Vierny va faire une image noir et blanc, une lumière, mais qui s'accorde exactement à l'énigme intellectuelle et à l'énigme plastique qu'est le film. Donc on peut dire que la lumière de Vierny tranche, là encore, terriblement sur le cinéma français de l'époque. Ce troisième personnage est-il vraiment nécessaire? Pourquoi cette tierce personne? Et pourquoi tient-elle un miroir? Pour prendre un film tout à fait différent, prenons Généalogie d'un crime en 1996. Alors là, c'est un tout autre Raoul Ruiz. 18 ans se sont passés et c'est un film qui montre le chemin parcouru. Parce que là, on est dans une production Paolo Branco, mais alors pas le Paolo Branco des films fauchés, bricolés, mais au contraire le Paolo Branco qui a finalement la bonne idée de se dire que son ami Raoul Ruiz, avec lequel il collabore déjà depuis à peu près un peu moins d'une quinzaine d'années, peut parfaitement se glisser, parce qu'il est extrêmement adaptable et extrêmement morphique, Raoul Ruiz, peut se glisser dans le système du cinéma français, disons, de films à budget quand même assez confortable avec de grandes stars. Donc là, Généalogie d'un crime, c'est Catherine Deneuve, donc première collaboration entre Ruiz et Deneuve, Michel Piccoli au meilleur de sa forme, extrêmement drôle, Melville Poupeau, qui lui est un vieux complice de Ruiz, puisque Ruiz l'a découvert et l'a fait jouer quand il était un enfant de 8 ou 9 ans, Mathieu Amalric, André Chévrine de la Comédie Française. Enfin, on a l'impression que tout le cinéma français est venu dans Généalogie d'un crime s'amuser avec Ruiz. Alors, Généalogie d'un crime, ce qui est le plus intéressant, à la limite, c'est comment c'est la version presque grand public, mettons, presque commerciale, presque mainstream des films comme l'hypothèse du tableau volé dans les années 70. C'est-à-dire qu'il faudrait, je ne sais pas si on le fait à la Cinémathèque, mais il aurait fallu faire ça. Il aurait fallu presque projeter l'hypothèse du tableau volé, puis Généalogie d'un crime, pour bien montrer que le noyau ruizien reste absolument le même. Il y a encore des tableaux vivants et des reconstitutions de tableaux dans Généalogie d'un crime, et comment Ruiz, en un peu moins de 20 ans,
est passé de l'underground presque à un faux cinéma majoritaire, ou est passé d'un canot de sauvetage à un paquebot. C'est-à-dire que Généalogie d'un crime, c'est quand même un film assez fastueux, avec de grandes stars, mais sur le fond, rien ne change. Et ce qui ne change pas, c'est que c'est pour ça aussi que Raoul Ruiz est un cinéaste tellement intéressant, c'est que finalement, c'est un des très rares cinéastes théoriciens. Rares sont les cinéastes théoriciens. Il y a Bresson, à sa façon. Il y a même Hitchcock, avec le livre avec Truffaut, à sa façon. Mais Ruiz, c'est quelqu'un qui a écrit des livres sur le cinéma, poétique du cinéma, et qui considère que chaque film est une sorte de manifeste pour sa conception du cinéma à lui. Alors, qu'est-elle cette conception? Pour le dire assez rapidement et assez simplement, disons qu'elle va à l'encontre complètement de la tradition française du réalisme. C'est-à-dire que, évidemment, Ruiz a lu les textes d'André Bazin, ça l'intéresse, il les respecte, il est prêt à les discuter, mais s'il y a bien quelqu'un qui est absolument anti-bazinien, qui repousse tout ça, mais avec la plus grande fermeté, c'est bien Raoul Ruiz. C'est-à-dire que Bazin dit que le cinéma, c'est quand même d'abord de l'enregistrement, c'est quand même de l'enregistrement du réel, et qu'à la limite, la machine cinéma est une machine à enregistrer le réel sans couture. Alors Ruiz, il dit, je ne crois à rien de tout ça, le cinéma n'est pas là du tout pour enregistrer quoi que ce soit, le cinéma ne sert pas du tout à être un objet de connaissance comme un microscope, disons, mais au contraire, le cinéma sert à nous perdre. Le cinéma sert à faire des récits qui s'enchâssent les uns dans les autres. Donc on peut dire que Généalogie d'un crime sur un versant commercial, grande vedette, plus linéaire, scénario un peu plus lisible que d'habitude, on peut à peu près s'y retrouver, alors que dans l'hypothèse du tableau volé, par exemple, on s'y retrouvait beaucoup moins. Eh bien, c'est un véritable manifeste anti-bazinien, manifeste anti-réaliste, manifeste anti-naturaliste, et puis ajouter qu'évidemment, chez Ruiz, non seulement il y a le refus de ça, de ce naturalisme-là très français, mais qu'en plus, il y a le refus de la psychologie américaine. Et c'est ça qui est passionnant dans le film aussi, c'est qu'on voit des acteurs comme Catherine Deneuve, qui souvent, dans le cinéma français majoritaire, mainstream, sont plutôt soumis à une certaine psychologie, parfois un peu bébête, de causalité, et qui là se prête à un tout autre système. Et il est évident que Ruiz retrouve la Catherine Deneuve qui y échappait déjà avec des cinéastes qui lui ressemblent à Ruiz, c'est-à-dire Roman Polanski en Pologne, ça donnait Répulsion, tourné à Londres, mais Polanski comme ça avait un côté surréaliste polonais qui correspond parfaitement à Ruiz, et évidemment le maître absolu, Louis Buñuel dans Belle de jour et Tristana. Disons que Généalogie d'un crime nous permet de retrouver cette Catherine Deneuve-là, celle de Polanski et celle de Buñuel, qui avaient été un peu ensevelies, disons, sous un certain naturalisme français. 6 janvier. Il me réveille la nuit pour me raconter ses rêves. Il rêve souvent de mon rouge à lèvres. Aujourd'hui, il m'a dit « Ton rouge à lèvres me tue ». Il dit ça à propos de n'importe quoi. Ceci me tue, cela me tue. On reviendra sur le rapport du rouge à lèvres et du pénis. 21 janvier. Il me réveille la nuit en me disant « Tu n'as pas le droit de dormir quand je suis réveillée ». Il dit qu'il rêve souvent d'une idole en bois que son père a amenée d'un de ses voyages en Asie, peu avant sa mort. Ce qu'il faut dire sur Raoul Ruiz pour y comprendre quelque chose, je le disais déjà un peu tout à l'heure, c'est son incroyable capacité d'adaptation. Voilà, c'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un, quand il arrive en France, qui non seulement est un réfugié politique chilien, et il vient d'y avoir le coup d'État du général Pinochet le 11 septembre 1973 qui met le monde entier en émoi, mais c'est un cinéaste, comment dire, pas encore tout à fait éclos. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout à fait devenu cinéaste au Chili, même s'il a déjà fait des courts-métrages et des longs-métrages. En fait, Ruiz devient vraiment cinéaste en France. C'est ça d'ailleurs aussi un des paradoxes de son œuvre. Et quand il rencontre Branco, Branco va encore plus développer chez lui cette capacité d'adaptation et de métamorphose. C'est-à-dire que Ruiz et Branco, c'est des gens qui sans arrêt vont monter des coups ensemble, des coups de production, des coups d'acteurs, des coups de vedettes, parce que Paolo Branco sait que Raoul Ruiz est capable de s'adapter à peu près n'importe quelle situation. Alors Le Territoire, c'est un film assez fascinant parce que il est tourné à Lisbonne, près de Lisbonne, donc à Sintra. C'est une production Paolo Branco, mais ce qui est drôle, c'est que
Ruiz va reprendre dans ce film, qui est un film de groupe, qui est un film de secte, qui est un film de rituel, un fait divers qui à l'époque est un peu moins célèbre que maintenant. C'est-à-dire que dans les années 70, il y a une équipe chilienne de rugby qui, en revenant d'Argentine, je crois, se casse la figure en avion dans la cordillère des Andes. Ça va devenir un fait divers international dont plusieurs films depuis ont été tirés, puisque la particularité, c'est que beaucoup de passagers de cet avion meurent sur le coup, mais ceux qui survivent, pour survivre, justement, vont manger, crus ou à peine cuits par le soleil des Andes, les corps, la viande, des gens qui les accompagnaient. Ça fera un scandale énorme, évidemment, pour survivre. Ils ont mangé des gens qui voyageaient avec eux et qui étaient parmi leurs amis. Ces gens étaient chiliens. Et donc, le Chilien Raúl Ruiz se souvient de ce fait divers qui a mis en émoi non seulement le Chili, mais même l'ensemble du monde, pour faire le territoire où, à un moment, on voit le rituel des gens en groupe qui mangent de la viande crue, évidemment, comme si c'était l'Eucharistie catholique, à part que l'ironie ruisienne, c'est de prendre les choses au pied de la lettre. Donc au lieu de symboliser ça par un morceau de pain, de l'hostie, eh ben, on prend vraiment de la viande crue et on la mange comme si c'était le corps du Christ, qui revient d'ailleurs à la célèbre querelle sur la présence réelle du corps du Christ dans le cérémonial de l'Eucharistie. Et ce qui est très drôle, c'est que Ruiz là-dessus était intarissable, et il m'a raconté que quand il vivait encore à Santiago, au Chili, il a vu débarquer les survivants, les gens qui avaient mangé leurs petits camarades de l'avion, dans le restaurant de viande le plus célèbre de Santiago. Ce qui là avait provoqué une sorte d'émoi dans le restaurant, un frisson comme ça. Il m'a raconté aussi que quand les secours sont arrivés avec les hélicoptères dans les Andes, donc pour sauver ceux qui pouvaient encore être sauvés, en fait, c'était très bizarre parce que les survivants avaient des habits de femmes, parce qu'ils avaient pris tous les habits qu'ils avaient trouvés, donc des robes, etc. Ils étaient habillés en femmes et ils avaient mis le maquillage pour se protéger du soleil des Andes. Et donc ils étaient maquillés et habillés en femmes et ils criaient aux hélicoptères « Nous ne sommes pas homosexuels, nous ne sommes pas homosexuels ». Bon, là je le raconte moi, mais raconté par Raoul, ça pouvait durer beaucoup plus longtemps et c'était encore beaucoup plus drôle. Il aimait vraiment beaucoup ce genre d'histoire. Mais Le Territoire, c'est un film, pas forcément un de ses plus réussi, mais peut-être le plus fascinant sur l'anecdote du tournage et qui démontre comment Ruiz arrivait à faire du cinéma non seulement de tout, faire du cinéma de tout, mais en plus faire du cinéma dans n'importe quelle circonstance. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y avait plus d'argent du tout sur le film, Paolo Branco avait plus un rond, et que le tournage s'est arrêté. Et au moment où le tournage s'est arrêté, Wim Wenders, qui à l'époque était vraiment le héros du cinéma d'auteur européen, quoi, disons, et même mondial, est arrivé parce que je crois qu'il était amoureux d'une des comédiennes qui était Isabelle Weingarten. Donc il est venu voir sa copine Isabelle Weingarten, Wenders, et il trouve des gens un peu désemparés parce que ils n'ont plus rien, quoi. Et Wenders se dit, je vais reprendre toute l'équipe, les mêmes acteurs, le même chef opérateur, la même équipe technique, les mêmes comédiens, et je vais faire un film là-dessus. C'est-à-dire sur un tournage qui s'arrête parce que le producteur a disparu, qui a plus d'argent et qui ne savent plus quoi faire. Et c'est comme ça qu'il a fait L'état des choses, qui est peut-être un de ses meilleurs films, un de ses films les plus intéressants, Lion d'or à Venise, me semble-t-il. Et donc, L'état des choses de Wenders est né presque sur les décombres du territoire. Et là encore, comme il faudrait montrer l'hypothèse du tableau volé, et généalogie d'un crime l'un après l'autre, il faudrait montrer le territoire de Raúl Ruiz et l'état des choses de Wim Wenders pour y retrouver les mêmes techniciens, les mêmes acteurs, pas du tout la même intrigue, mais en plus les mêmes décors, donc vers le nord de Lisbonne, du Portugal. C'est un exemple quand même très rare dans l'histoire du cinéma, comment un film, L'état des choses, naît des décombres d'un autre, qui est le territoire. Et d'ailleurs, il faudrait aussi voir si finalement le territoire n'a pas moins vieilli, comme on dit, que l'état des choses. The head, that represents the park in which this grotto is situated. Inside the head is the province that contains the park. Inside the province is the whole country, then Europe, then the world. Inside the world, as you know perfectly well, is Europe, the country, the province. And that tiny dot in the middle, you can hardly make it out, that must be where we are. Quatrième film, donc 1983, La ville des pirates. Alors là, on est encore en pleine période, ce début des années 80,
où en gros, depuis Les Trois Couronnes du Matelot, qui a été un succès à Cannes, et là aussi ça fait rêver, qui a fait près de 100 000 entrées en exploitation France, Raoul Ruiz sort de la clandestinité, quoi. Il sort de l'underground, c'est la première période où on commence à beaucoup parler de lui. Il est soutenu par les revues, Positif s'intéresse énormément à lui dès le début, et 83, si ma mémoire est bonne, 82, 83, 84, dans ces eaux-là, c'est la période où les Cahiers du cinéma font un numéro spécial entièrement consacré à Raoul Ruiz, un numéro avec une couverture bleue. Donc, à son tour, il devient lui aussi une sorte de héros du cinéma d'auteur. Alors, La Ville des Pirates, film bricolé, ça se passe à Baleal, ça aussi c'est au nord de Lisbonne, au Portugal. Paolo Branco, il y a une maison, c'est extrêmement beau, ça ressemble un peu à la Bretagne, disons, et c'est une presqu'île, c'est-à-dire que des fois la mer parfois la mer monte et on ne peut plus passer et la presqu'île devient une île, et sinon on peut passer à sec sur la plage. Et l'île des Pirates, c'est vraiment le plaisir de Raoul Ruiz pour le romanesque d'un côté, donc évidemment c'est Stevenson, c'est bourré de références littéraires, et puis aussi au cinéma muet, c'est-à-dire que c'est le côté ruizien primitif. Comment échapper à la bêtise psychologique du cinéma moderne et disons à la facilité du cinéma contemporain en se tournant vers le muet. C'est-à-dire que La Ville des Pirates, avec l'aide de ce chef opérateur de l'époque et principal complice qui s'appelle François Heyd et qui nous a aidés d'ailleurs pour cette rétrospective à la Cinémathèque, Ruiz multiplie des effets qu'on pourrait quasiment qualifier d'années 20, quoi. C'est-à-dire qu'il se remet à utiliser des procédés qu'on n'utilisait plus au cinéma depuis le cinéma muet. Et donc, évidemment, on trouve un récit qui est proliférant, comme toujours, assez enchanteur. Il s'agit quand même d'un enfant criminel, hein, c'est une drôle d'histoire, La Ville des Pirates, mais surtout raconté selon des codes narratifs qui ne sont absolument pas ceux du cinéma des années 80. Et ce qui est drôle, c'est que là naissent les malentendus. Par exemple, il y a le personnage principal qui est la bonne de la famille, qui s'appelle Isidore, est interprété par Anna Alvaro. Et ça donne une des plus célèbres répliques du film. Quand Melville Poupeau va la voir, il a 8 ou 9 ans, il joue un enfant, il va la réveiller, il lui dit « Isidore, tu dors ». Ça a fait beaucoup rêver les cinéphiles français, ce « Isidore, tu dors ». Et très longtemps après, Raoul Ruiz a raconté que le rêve était bizarre parce qu'en fait c'était une erreur de sa part. Il parlait encore très mal le français et il pensait qu'Isidore c'était un nom de femme alors qu'il aurait dû l'appeler Isidora tout simplement. Et que donc il a eu la grande surprise de trouver sous la plume de certains critiques, et bien sûr il adorait ça, qu'il était fasciné par le travestissement, qu'il y avait une sorte d'obsession érotique chez lui pour les travestis parce qu'il avait appelé Anna Alvaro Isidore. Et il disait quand même les critiques français sont bizarres, ils écrivent ça très sérieusement alors que c'est juste une erreur, je suis un étranger, j'aurais dû l'appeler Isidora, je ne savais pas qu'Isidore était un nom d'homme et non pas un nom de femme. Autre malentendu culturel qu'adorait Raoul Ruiz, au début du film, il y a cette Anna Alvaro donc, qui joue la bonne, on voit qu'elle a un chagrin d'amour, elle est très malheureuse, elle pleure, et elle appelle sa patronne maman. Alors, en Amérique latine, un public latino comprend immédiatement. La bonne appelle le chef de famille papa, et la mère de famille, la patronne, quoi, elle l'appelle maman. Alors que pour les Français, c'est totalement illisible. Donc, les gens, bien que les deux personnages aient exactement le même âge, et quand je parle des gens, c'est moi, en fait, mais j'étais pas le seul, ont cru que l'une était la fille de l'autre. Et donc, on commençait à s'échafauder des théories sur l'obsession de Ruiz pour l'inceste. C'est-à-dire qu'après le travestissement, tout d'un coup, il était très, très intéressé par l'inceste. Et là aussi, il dit, mais pas une seconde. Enfin, on est dans le malentendu total. Et dans un film comme La Ville des Pirates, il y a tout ce mélange-là, en fait. Voilà. Il y a le roman d'aventure, le roman de pirate, oui, Stevenson. Il y a le retour à un cinéma qu'on ne fait plus, avec des effets optiques, des trucages optiques qui même parfois sont dignes du pré-cinéma. Enfin, il y a un côté lanterne magique dans le film. Et puis en plus, il y a Ruiz qui s'amuse, au fond, beaucoup, évidemment, de tout ce qu'il appelle ces malentendus culturels. Et là aussi, ça fait un drôle d'objet qui est à la fois entre le rébut littéraire, le film d'aventure, qui tient un peu des deux et qui finalement ne ressemble à rien ni à personne. Ah non, ça c'est trop. Qu'est-ce que c'est ça, c'est trop? Ah, c'est la reine. Ah non, ça c'est trop. Tiens. Oh tiens, c'est la reine.
Je vous présente la reine. Tenez. Je t'aime un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout. Je t'aime pas du tout. Ah non, ça suffit. Oh. Les 5 films de Ruiz préférés de chacun ne seront jamais les mêmes, mais quand même Mystère de Lisbonne, parce que Mystère de Lisbonne est fait 1 an avant la mort de Raoul Ruiz. À ce moment-là, c'est un peu un miraculé quand même, parce qu'il a un cancer du foie extrêmement grave, et il se trouve qu'il a un coup de chance, comme souvent dans sa vie, puisque au Portugal, à Lisbonne, il y a les meilleurs spécialistes mondiaux de la greffe du foie. C'est-à-dire qu'ils arrivent à le retaper de son cancer du foie. Hélas, 1 an plus tard, il va avoir une septicémie foudroyante. Et là, son corps n'était plus en état de se défendre. Et en fait, donc, il meurt de cette septicémie et non pas du cancer du foie. Donc, Les Mystères de Lisbonne, c'est vraiment un film arraché à la maladie, arraché à la mort. Et c'est un des plus beaux films. Voilà, c'est-à-dire que quand on a vu Les Mystères de Lisbonne, moi je l'ai vu à Lisbonne, je me souviens justement en projection avec l'équipe du film, et Raoul était à l'hôpital en chambre stérile à ce moment-là. Il y avait Valeria Sarmiento, sa femme et sa monteuse dans la salle. On était euphorique. D'abord parce que le film est euphorisant sur son amplitude de récit, disons, c'est-à-dire que c'est vraiment la grande tradition feuilletonesque, Les Mystères de Lisbonne, qui est soulignée par la musique de Roré Arriagada, qui a écrit peut-être une de ses plus belles musiques pour les films de Raoul. C'est un film qui est emporté par un souffle, quoi, lyrique, romanesque. Et quand on l'a vu, on savait que la vie de Raoul était menacée. Et on se disait, si jamais c'est le dernier, ce que ça a été presque, hélas, eh ben c'est formidable qu'il termine par un film où on a l'impression qu'il a entièrement lâché ses coups. Mais vraiment lâché ses coups. C'est-à-dire un romanesque foisonnant. Les Mystères de Lisbonne, c'est de Camillo Castelo Branco, grand auteur portugais du 19e, qui avait déjà adapté Manuel de Oliveira avec Francisca et Amour de perdition. Et en gros, ben, ça pourrait être l'équivalent portugais, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais juste pour donner une idée du romanesque à l'œuvre, des Mystères de Paris, quelque chose comme ça. Vraiment, c'est un gros livre, et c'est le romanesque le plus total, avec un personnage principal qui se déguise, qui change d'identité, qui une fois peut être curé, qui une fois peut être officier napoléonien. Tous les coups sont permis, ça part dans tous les sens, et en même temps, c'est un film où le récit est extrêmement tenu, et où Ruiz arrive à une sorte de lyrisme qui finalement n'est pas très loin de celui de Visconti. C'est-à-dire qu'il y a une amplitude de forme, on sent que là il a retrouvé des moyens. Paolo Branco a réussi à lui donner les moyens de ses ambitions. Le film est visuellement sublime, et on sent qu'on quitte le jeu intellectuel. C'est parfois ce qu'on peut reprocher à Ruiz, c'est qu'à force de refuser le pathos, à force de refuser la psychologie, il finit par refuser d'une certaine façon ce qu'on peut lui refuser, ce qu'on peut lui reprocher. On n'est pas forcément d'accord. Disons l'émotion. Dans Les Mystères de Lisbonne, c'est un film formidablement émouvant, parce que c'est quand même l'histoire d'un orphelin qui est seul au monde, comme dans Moonfleet de Fritz Lang, disons, qui ne sait pas qui il est. Le film commence comme ça. Il dit « je ne sais pas qui je suis ». Et donc, ça va être la vie de ce petit garçon pour atteindre la connaissance de soi-même à travers plein d'aventures. Et là, on sent que Ruiz est dans une plénitude artistique où il n'a plus rien à prouver. Il s'empare vraiment du thème de cet orphelin qui se demande qui il est, et le film est bouleversant, quoi. Et la musique d'Ariagada vraiment met les larmes aux yeux. Donc on se dit que finalement, ce qu'il avait essayé avec Le Temps retrouvé, mais peut-être que Le Temps retrouvé, même pour lui qui n'avait peur de rien, était quand même un peu écrasant. Donc Le Temps retrouvé, c'est presque une vision, une lecture que moi je trouve assez géniale, du livre de Proust. Mais ce n'est pas le livre de Proust. Tandis que Les Mystères de Lisbonne, c'est aussi le livre. C'est vraiment le livre de Camillo Castelo Branco, et c'est vraiment Ruiz en train de servir le grand mélodrame, quoi. Et évidemment, quand c'est le grand mélodrame européen portugais, là, en l'occurrence, c'est aussi le grand mélodrame latino-américain. Donc finalement, ou américain d'ailleurs. Donc finalement, là, on voit un cinéaste qui quitte un peu son don d'ubiquité, qui
qui arrête comme ça d'en savoir toujours un peu plus et parfois un peu trop que le spectateur pour lancer comme ça un défi au mélodrame et qui le relève. Et je pense que c'est vraiment le dernier chef-d'œuvre, quoi, Les Mystères de Lisbonne. Mas tem um bilhete a seus pés. Se não é do seu marido, pode ser um ultraje aos princípios que apregou.